Salut tout le monde, c'est Dao, je suis avec Eric. Bonjour tout le monde, de retour On est sur le deuxième podcast ensemble. au McDo du Chesnay, Toujours, on pense à notre ami, Pank. toujours. On le cite souvent. Hein. Ouais. Et là, on va essayer de travailler un peu sans filet. On parlait un peu de la nature du podcast. Je trouve ça intéressant la réflexion qu'Eric a eue sur l'avantage de travailler sur un podcast, ce qu'était un podcast en réalité. Et je reprends une phrase que tu as dite, c'est tout le monde devrait faire un podcast. J'aimerais que tu développes un peu. Alors, pourquoi tout le monde devrait faire un podcast? Donc c'est je ne sais pas si j'en ai parlé avant, mais un podcasteur très célèbre qui s'appelle Joe Rogan, J-O-E espace R-O-G-A-N. Si vous comprenez l'anglais, je vous encourage à vous y intéresser. Donc c'est un podcasteur qui fait plein d'autres choses, mais qui disait qu'en gros, quand je vous dis que c'est un podcasteur, c'est un gros podcasteur, c'est quelqu'un qui peut carburer à des millions de downloads par podcast, et qui disait qu'il encourageait tous les gens qu'il connaissait à commencer un podcast, qu'il soit écouté par 10 personnes ou 10 millions, parce que son idée c'était que si vous avez quelque chose d'intéressant, une conversation intéressante, récurrente, et une conversation c'est pas nécessairement un seul sujet, c'est juste que vous avez des conversations intéressantes et récurrentes ou que vous jugez intéressantes, vous pouvez les enregistrer et il y a des grandes chances que d'autres personnes veuillent en profiter. Au-delà de ça, c'est une façon de se retrouver, c'est quelque chose de convivial, donc ça a un véritable intérêt et ça coûte rien du tout. Vous êtes libéré de beaucoup de choses, donc comme on disait, vous êtes libéré des contraintes d'auditoire, vous êtes libéré des contraintes de temps, vous êtes libéré des contraintes de production. Il n'y a pas grand-chose à faire pour faire un podcast, comme on le fait maintenant. Il vous suffit d'un micro sur une table et de quelqu'un à qui parler, ou même il y a des gens qui font un podcast seuls. Il vous suffit d'avoir quelque chose à dire. Oui, avec un smartphone, un casque, on peut faire un podcast. Alors pour la question purement technique, on peut même retravailler derrière si vous voulez incruster une musique de fond ou réétalonner un petit peu l'enregistrement avec des logiciels gratuits comme Audacity. Et moi je l'ai utilisé, il y a des tutoriaux sur YouTube. En 2 heures, j'ai pris en main sur le basique de ce logiciel. Donc ça c'est facile. Là pour ce podcast-là, j'ai un peu investi puisque j'ai acheté un enregistreur autonome et un micro cravate. Donc voilà. Et c'est vrai que dans l'idée, j'avais envie aussi de formaliser. En tout cas pour ma part, je voulais faire quelque chose. Je voulais construire quelque chose, construire un podcast pour cristalliser nos conversations. Dao est un constructeur. Hein. Oui. Alors attends, je l'interromps parce que je lui avais dit qu'on allait un peu tomber dans quelque chose d'un peu intime. Dao a, selon moi, toujours envie de réaliser quelque chose. Il a toujours envie de se lancer dans des nouveaux projets. Et Dao attend toujours l'idée du déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le pousse, qu'il y ait un petit coup de pied aux fesses qui le fasse sauter de la falaise. Alors il se tient au bord tout le temps, il regarde, il n'y a pas de vagues, ça a l'air d'être assez profond, il n'y a pas de rochers. Bon, je vais construire une petite maison en haut de la falaise pour mettre des toilettes sèches, puis finalement on va mettre des toilettes à la japonaise. Et puis il attend le coup de pied aux fesses. Moi, mon idée c'est que le fait d'attendre le coup de pied aux fesses, c'est déjà un coup de pied aux fesses. Et un jour, il m'a appelé là en me disant on va faire un podcast. Il m'a même pas appelé, il m'a envoyé un truc sur Facebook, sur la messagerie, en me disant voilà, regarde, j'ai fait un blog et on va faire un podcast. Et il y a le premier épisode avec Pank. Alors moi j'étais super surpris, super content. Et donc voilà, il y a cette idée de petits coups de pied au cul pour Dao. Et Dao aime construire les choses alors. Je connais mon problème, je connais mes dysfonctionnements et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup penser, à beaucoup parler, mais je ne suis pas forcément quelqu'un qui va agir derrière. On va essayer de ne pas tomber dans la théosophie. Voilà, la théosophie, les théosophes, comme on nous appelle certaines personnes. Donc voilà, le podcast, c'est une première réalisation. Et moi j'aimais bien ce que tu disais sur le fait que le podcast c'était vraiment c'était le juste milieu entre la mise en scène et la conversation intime.
Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a la conversation intime, parfois, elle est, comme elle est extrêmement informelle, elle n'est pas nécessairement hyper structurée, même si on en tire énormément. Quand c'est trop formalisé, on peut s'interdire certaines choses, s'interdire de dire certaines choses ou être limité. Et le podcast, ça se situe entre les deux. Il faut que je pense qu'on s'impose une certaine pertinence dans le fait dans la conversation, dans les arguments. On essaye de dire quelque chose qui aura une valeur ajoutée, une utilité pour l'auditoire et pour soi. Mais on est quand même hyper libre comme on disait, de partir dans une tangente et de s'arrêter au milieu en disant écoutez, là je ne sais pas vraiment vers quoi je vais, c'est vraiment un cheminement de pensée, c'est pas hyper structuré. Si quelqu'un d'ailleurs qui écoute ce podcast a une référence qui pourrait me éclairer ma pensée, j'en serais très content, etc. En plus, il y a quelque chose d'interactif, mais c'est beaucoup plus. Je pense que c'est un des meilleurs compromis qu'on ait trouvé. Et en plus de liberté dans la conversation, tout en la maintenant relativement aiguillée. Relativement. Tu parlais d'espace de liberté aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il y a aujourd'hui, l'Internet est encore un espace de liberté. Combien de temps ça va durer ? C'est une question que je ne me posais pas et qu'on commence à se poser maintenant avec ce qui se passe aux États-Unis sur la neutralité Internet. Mais il y a une certaine… le podcast est faisable par n'importe qui. Il est pas cher, il est disponible, il est modifiable, il est éphémère il peut être éphémère, il peut être effaçable, il peut disparaître, il peut revenir. C'est quelque chose de… C'est vraiment un espace, c'est un peu l'agora des temps modernes, je pense. Et on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de nous enregistrer et de faire passer nos conversations à travers le monde en un clin d'œil. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a énormément pris en France encore, par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis particulièrement. Sur les États-Unis, personnellement, c'est un pays avec lequel j'ai énormément de contacts, donc j'y ai grandi, donc je suis un peu plus proche des États-Unis et des Américains que le français moyen, mais où en gros ça a explosé. Le nombre de podcasts aux États-Unis est énorme. Vous allez sur iTunes, vous tapez podcast, vous cherchez en anglais, vous en avez pour une journée rien qu'à scroller podcast, surtout sur la mythologie, la menuiserie, la comédie, les arts martiaux, vous pouvez trouver sur tout. En France, c'est encore un petit peu plus confidentiel, sans doute dû au fait aussi que y a les Français ont un peu plus confiance en leurs médias, que la Silicon Valley n'est pas chez nous, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui se prête pas mal au tempérament français, comme on dit, la philosophie de comptoir, le fait de parler, la discussion informelle qui est mais relativement profonde, qui est à mon sens un trait un peu plus français un trait assez français qu'on retrouve moins dans les cultures anglo-saxonnes qui sont plus des cultures du paraître, en tout cas au niveau de la conversation. Voilà, je pense que c'est un espace de liberté qui n'est pas encore assez exploité chez nous et qui est… alors c'est mon deuxième entre guillemets podcast, c'est mon deuxième enregistrement qui est très agréable à exploiter. Moi je n'étais qu'un auditeur et je commence à être un participant et je vous encourage à le faire parce que c'est stimulant et assez marrant. Et justement sur la culture française, concernant sa relation au podcast, est-ce que pour l'instant la place n'était pas prise par la radio ? C'est possible qu'elle ait été prise par la radio. Même, je pense qu'elle a été pas mal prise par la radio, mais encore une fois, la radio, ça reste un média entre guillemets conventionnel, c'est-à-dire tout le monde n'a pas accès à la radio, c'est-à-dire tout le monde ne va pas être interviewé à la radio. On peut appeler la radio et dire qu'on est en train d'aller au boulot et qu'on veut gagner la cagnotte, mais c'est pas on a donné un peu son avis, mais on n'a pas la même liberté d'être à la fois intervenant et hôte dans la radio. Donc je pense que le podcast est descendant de la radio, mais que c'est quelque chose
de différent. C'est pas de la radio internet. Le podcast, c'est du podcast. C'est moins un programme qu'un contenu. C'est pas quelque chose on n'est pas obligé de sortir un podcast à date fixe, à heure fixe. Il y a des gens qui enregistrent 12 podcasts d'affilée et qui les sortent après tous les lundis pendant des mois. Le podcast, c'est pas… encore une fois, c'est vraiment un espace de liberté qui vous enferme moins. Beaucoup moins. Le podcast est à la radio ce que YouTube est à la télé. Là, j'ai vu là sur quelques podcasteurs qui, notamment je pense au Nomade Digital, deux gars de YouTube ont mis en place un podcast qui s'appelle Nomade Digital et ils avaient à peu près 300 commentaires je crois ou 300 étoiles, 300 notes, ce qui est considéré comme un assez bon podcast en fait, considérant que c'est un sujet assez fermé, Oui. C'est un sujet bien particulier qui est autour du marketing et la manière de gagner de l'argent en étant purement nomade digital. Et il disait que 300, ce qui ne sont pas énormes, était un bon scoring pour un podcast en France. Pour une spécialité, oui. Ouais. Aux États-Unis, tu dis que le podcast est beaucoup plus développé. Est-ce que ça a déjà d'une part, si on considère le coefficient multiplicateur du nombre de population par rapport à la France, est-ce que c'est quelque chose qui est impactant dans la vie des gens? C'est-à-dire est-ce qu'on a observé, on va dire, des tendances par rapport au podcast, c'est-à-dire des gens… Clairement, je pense que oui, mais après ça reste… Alors, quand je dis que ça s'est énormément démocratisé aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tout le monde a un podcast, tout le monde fait un podcast sur son Porsche. Ça reste évidemment beaucoup plus concentré à certaines régions, la Californie, la côte Est, qui sont on va dire des régions qui sont un peu plus, qui ont plus d'accès, ou en tout cas qui sont toujours en plus à l'avant-garde, voilà, de certaines des mouvances et des modes. C'est un très grand pays, mais il y a ce que disaient beaucoup de podcasteurs que j'écoute. Ils disaient qu'ils étaient surpris de voir l'impact qu'ils avaient dans des États qui étaient généralement considérés, comme on les appelait, des flyover states, c'est-à-dire des États au-dessus desquels on vole mais en avion, mais on ne s'arrête jamais. Que des personnes les appelaient, leur envoyaient des mails en leur disant que ça les avait vachement aidés, qu'ils avaient commencé un podcast alors qu'ils habitaient dans le Minnesota, dans le Wisconsin, en Arkansas. Donc je pense que c'est un moyen aussi, comme il y a ce côté informel, il n'y a pas cette espèce de réaction réfractaire qu'on a aujourd'hui parce que je pense que la majorité des gens, en tout cas en Occident, ont moins confiance en leurs médias. C'est-à-dire que les gens vont dire à la radio, on ne peut pas leur faire confiance, la télé, c'est manipulé, on nous dit tout le temps la même chose, on nous lobotomise, etc. Mais les journalistes, c'est tous etc. Le podcast, c'est une démarche qui est encore une fois extrêmement sincère. Donc, il y a cette espèce de lien entre le podcasteur et son auditoire qui est beaucoup plus direct parce que, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas, quand on allume la télé, on n'a pas le choix, on doit regarder ce qu'il y a dessus. Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous allez sur Internet, rien ne vous oblige à écouter un podcast. Il y a une démarche, vous le téléchargez, vous l'écoutez, et si vous aimez, vous continuez. Donc il y a une vraie connivence entre il y a un lien qui se crée. Moi, je sais que les podcasteurs que j'écoute beaucoup, j'ai l'impression, et ils le disent eux-mêmes dans leurs podcasts, de les connaître, que leur auditoire les connaît profondément. Je pense que si on continue à faire ce qu'on fait ici pendant encore quelques épisodes, il y a des personnes dont on n'a aucune idée, dont on ne sait pas d'où elles se trouvent ou ce qu'elles font dans la vie ou quelles sont leurs opinions, qui vont avoir l'impression de nous connaître mieux que d'autres qu'on fréquente tous les jours. Parce qu'elles nous entendent faire des erreurs, penser, réfléchir, parler de nos expériences. Donc je pense que c'est plus répandu
qu'on ne le pense, c'est pas encore entièrement démocratisé, mais je pense que ça a un impact, on va dire le pouvoir pénétrant du podcast, le podcast s'affranchit beaucoup plus des limites, des préjugés, des biais cognitifs que les médias traditionnels, conventionnels, on va dire. Il y a un truc aussi avec le podcast, c'est qu'on peut le télécharger juste avant un trajet pour aller au boulot. Exactement. Donc souvent les trajets, on va dire en Ile-de-France, ça va s'avoisiner en moyenne entre 20 et 45 minutes. Mm-hmm. Donc les podcasts de 30-40 minutes sont un format qui est idéal. On peut les télécharger, on les écoute, donc ça veut dire qu'on n'a pas la vision qui est mobilisée par le support. Puis les gens aussi qui sont dans le métro, qui se payent une demi-heure, 1 heure de trajet, ils peuvent télécharger, écouter ça. Donc, la pénibilité d'un transport, que ce soit en voiture ou en métro, peut être un portail de connaissances et d'accès à l'information grâce au podcast. Je veux dire, là, il y a un véritable intérêt sociologique derrière le podcast. Et ça, c'est clairement, en tout cas, mes potes qui me parlent de podcast, c'est ce qu'ils me disent tous. Ouais. Et j'ai un copain, tous les jours, il prend un sujet un peu comme toi, complètement différent. Ça peut être la fabrication des tapis en Mongolie au XXe siècle, des choses comme ça. Et c'est juste génial, juste génial pour ça. Moi, je connais pas bien ce monde-là parce que je suis plutôt habitué à regarder des vidéos YouTube par facilité. Et le podcast, comme tu dis, ça demande une certaine démarche. Il faut aller chercher, il faut aller télécharger, il faut scroller. Au bout d'un moment, tu tombes, tu as des chaînes, c'est-à-dire que tu as on va dire, tu as des personnes, donc tu as des feeds, tu as des personnes que tu écoutes plus ou moins à répétition. Et donc, tu sais quoi choisir. Moi, je sais que j'ai une liste d'une vingtaine de podcasts que j'écoute régulièrement, dont certains sont souvent longs, 3-4 heures d'affilée, et que j'écoute, que je mets sur mon téléphone. Là, je crois que j'ai dans mon téléphone maintenant, et j'ai un téléphone un peu pourri, donc qui ne contient pas énormément, j'ai un podcast sur le MMA, avec Ben Askren, pour ceux qui connaissent, et un podcast sur la chasse. Je chasse pas, j'aimerais beaucoup chasser ça pourrait être un sujet intéressant, philosophique et éthique, sur la chasse et qui est les deux, je pense qu'en combiné, il doit y en avoir pour 6 heures de podcast que j'ai déjà commencé à écouter et que je suis sûr de finir. Tu utilises quel logiciel, quelle application? J'utilise iTunes, parce que… sur ton téléphone? Non, sur mon téléphone, j'ai un Android. J'ai un player. C'est un téléphone, c'est le plus basique des smartphones que j'ai pu trouver. Donc c'est vraiment, je drague le truc l'un dans l'autre. C'est pas. C'est MP3 que tu c'est vraiment MP3. Et j'écoute ça dans le truc musique de mon téléphone. Mais si vous êtes un peu plus sorti des cavernes que moi, vous pouvez avoir quand j'avais un téléphone un peu plus moderne. C'est super facile à gérer. Et alors, il y a beaucoup d'applications, je sais, pour ça. Il y a Podcast Addict. Exactement, ouais. Donc c'est à vous de chercher et vous trouverez ce qui vous correspond le mieux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent iTunes aussi par paresse, par paresse. On va dire, faut pas dire par paresse, par facilité. Et la facilité, il n'y a pas nécessairement de honte à aller dans la facilité, vu que iTunes organise très bien sa plateforme podcast. Donc voilà. Donc je me disais, oui. Alors Dao, moi j'ai une question à te poser. Décidément. Attention, décidément. Ah bah oui, Dao, il pensait qu'il allait être haute, tranquille, alors il se frotte la tête. Je suis le meilleur questionneur. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on te pose des questions. Tu parles de liberté, donc dans le podcast. D'un seul coup, tu es venu comme ça, tu as ramené ton micro. Je t'ai dit, moi j'adorerais participer, si on faisait ça le plus tôt possible. En 2 jours, c'était bouclé et on est en train de faire notre deuxième enregistrement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce podcast? Quel a été le déclic justement? Et qu'est-ce que ça représente pour toi de faire un podcast? Donc on va se baser au niveau février. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est devenu un moment crucial, vu que tu ne l'aurais pas fait si ça ne l'était pas, de faire… Pourquoi c'était crucial de faire un podcast? En fait, tu peux remonter loin. Non, mais on sait avec Eric et puis avec Christophe, qui sont
Christophe Je sais pas Franck. qui c'est. Je sais pas qui est Christophe. Ils sont deux de mes meilleurs amis. Alors il faut savoir que pour remonter, comme tu dis, loin dans l'histoire, à la base on se connaît par les sports de combat. Par le C'est-à-dire que jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer. je pense que ces deux personnes font partie des gens qui m'ont fait le plus mal physiquement, dans une certaine mesure. Hein, ça reste cadré. Hein, c'est pas, je veux dire, je suis pas parti à l'hôpital, mais j'ai un peu souffert physiquement avec eux, parce on a fait une jiu-jitsu brésilien ensemble, lutte à livre. Ça changera votre vie, mettez-vous-y. Voilà, donc on se connaît par les sports de combat. Et puis par le fil de l'histoire, on a amené à se voir en dehors du sport, à discuter. Déjà, sortant de l'entraînement, déjà on discutait beaucoup. Et puis c'est vrai que si je regarde un peu si on remonte un peu dans le temps, ça fait presque 10 ans qu'on discute régulièrement, qu'on se voit pour prendre un café. On déjeune ensemble, on dîne ensemble, on parle de tout et de n'importe quoi. Et plus le temps passe, et plus je trouve que nos conversations, elles ont vraiment beaucoup de sens. On aborde des sujets qui sont vraiment intéressants, avec une dimension philosophique, introspective des choses. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais. On sait qu'un jour, tout ça, ça va s'arrêter. J'aurais bien aimé l'immortaliser, comme on immortalise les choses avec des photos. Et je voulais immortaliser ça. Et puis bon, dans notre monde où on est tout le temps en recherche de connaissances, voilà, les formats qui sont accessibles pour nous sont les podcasts et les vidéos YouTube. Et les podcasts, voilà, on en parlait justement de la facilité à laquelle on peut faire un podcast. Maintenant, tous les outils sont disponibles pour faire des podcasts. Moi, j'étais sidéré de voir la facilité à laquelle on pouvait mettre ça en place, monter un blog, l'incruster, que ce soit accessible à tous. Donc voilà, tout simplement, je voulais mettre ça en forme. Et puis derrière ça, je pense que nous, on a des tendances théosophiques. C'est bien beau de parler, mais il y a un moment où il faut associer l'action à la pensée. Et voilà, c'est déjà un premier pas sur la formalisation de tout ça. En ce moment, on est au mois de juin, forcément à Staxi, il y a plein d'enfants en train de courir. Donc, Si vous vous entendez, ce sont des petits gnomes. Là. Des petits gnomes qui courent les uns après les autres. Et donc voilà. Donc oui, ok, d'accord, c'est intéressant. Ça, et c'était quoi la deuxième question ? Je t'avais demandé donc pourquoi est-ce que ça t'a semblé indispensable de faire un podcast ? Pourquoi le podcast ? Ça a été quoi le déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment ? C'est quoi ? Parce que là, tu nous expliques le pourquoi, mais quel a été le moment charnière où tu t'es dit, est-ce qu'il y a eu un moment, ou s'il y en a eu un, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, là, tu sais quoi, il faut que je le fasse, il faut que j'aille sur Amazon acheter un truc pour faire un podcast. Je suis le genre de personne, quand je veux faire un truc, je veux bien le faire. Sans blague. Voilà. Donc, quitte à faire un truc, je voulais. Si vous le connaissiez, vous ne serez pas surpris. Et au début, je voulais faire un YouTube, mais bon, c'était trop compliqué. Je trouvais qu'on s'éloignait un peu de la substance intrinsèque de l'objectif. Trop spectacle, trop représentation. Ouais, voilà, il aurait fallu avoir une caméra. Je voyais déjà en train d'acheter, tu sais, des lumières pour optimiser. C'est déjà, Ouais, ça devenait un peu trop. Puis après, il fallait faire du montage et tout. Ça. Donc j'ai dit, puis le podcast, je fais ça très bien dans le fond. Puis depuis tellement d'années, tu me parles de Joe Rogan et tout ça. Donc, voilà, je dis, c'est facile à mettre en place. Il y avait plein de vidéos qui expliquaient comment faire. Voilà, puis j'aime mieux le côté un peu live, quoi. Ouais. Je suis un peu, comme tu dis, avec mon souci de faire les choses de manière perfectionniste, j'allais perdre du temps. Alors que là, même le côté intrinsèque du live ça me va bien. Enfin, moi, ça fait de la contre-mesure avec mon désir de perfectionnisme. Moi, j'ai besoin un peu de me détendre aussi. Exactement, je comprends, d'accord. Donc voilà, c'était facile à mettre en place. Tu vois, il y a une conversation particulière où tu t'es dit là, il faut. Quasiment toutes. Hein. Ouais, quasiment toutes. Des fois, on passe des journées entières à discuter. Et je me dis, mais c'est quel dommage de ne pas le partager. Pas forcément le partager à tout le monde, mais en tout cas, moi je connais, j'ai identifié autour de moi les personnes que ça intéresserait d'écouter ce qui est dit. Voilà, tu mets ça en fond quand tu es en train de faire la cuisine, quand tu es en train de faire du sport ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et puis je pense qu'on a tous aussi, pour en revenir à ce qu'on disait sur la philosophie, qu'on est tous philosophes, on a tous aussi quelque chose à raconter. Il y a quelque chose de... et
puisque je revenais sur la question que j'avais posée tout à l'heure, je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, qu'on peut trouver de l'intérêt un peu partout. C'est-à-dire des personnes qui peuvent être, même des personnes qu'on peut de façon relativement objective juger comme étant des personnes pas nécessairement hyper profondes ou intéressantes, qui sont pas intéressées par le questionnement ou qui sont un peu, on va dire, qui se limitent, souvent, on va pas dire limiter, mais souvent se limitent à ce niveau-là, peuvent avoir des expériences à partager ou à faire partager qui sont enrichissantes pour d'autres, qui se posent un peu plus de questions. Donc moi je sais que j'ai déjà commencé à... Alors tout de suite, quand Dao m'a dit, alors moi j'étais super enthousiaste, quand je vous dis, c'est ce que je disais à Dao tout à l'heure, faire un podcast, c'est quelque chose pour moi que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Donc le fait que Dao organise ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis un petit moment, comme pas mal d'autres choses. J'espère que Dao va faire ça. Dao, c'est le genre de gars qui fait des trucs. Et donc quand il a fait ça, j'étais super content. Et j'ai déjà une idée de plein de personnes qu'on connaît ou que je connais, que j'aimerais inviter, à qui j'aimerais parler autour de ce micro. Encore une fois, c'est pas du tout stigmatisé en France. L'idée du podcast, c'est pas vu comme quelque chose d'un peu redondant. Donc c'est super intéressant. Et donc voilà. On pense à la même personne, à Johnny Frachet. Ouais, Johnny Frachet qui est un combattant de MMA, de lutte à livrer, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a beaucoup de choses à dire. Alors, on va pas faire la parenthèse durera pas très longtemps, mais je pense qu'en plus, il va sans doute écouter ce podcast. C'est quelqu'un qui, à mon sens, c'est une des personnes que j'ai vu le plus évoluer et chercher à évoluer. Pas uniquement donc au niveau sportif évidemment, mais surtout, aussi on va dire au niveau humain. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui est quelqu'un de différent de la personne que j'ai rencontrée, comme on l'est tous, la première fois, et qui aujourd'hui est quelqu'un avec qui je suis plutôt très proche et qui montre réellement qu'on peut sublimer son potentiel malgré des conditions qui sont vraiment pas faciles. Donc, et qu'on peut s'améliorer de jour en jour. Donc vous verrez, je l'espère, j'espère que les auditeurs auront la même opinion que moi de lui quand il viendra. On invitera Johnny pour parler de philosophie, pour se questionner un petit peu, pour faire une conversation intime avec lui. Au-delà du fait que ce soit un sportif de haut niveau, un professionnel des sports de combat, ce sera une présentation succincte, mais on parlera surtout de la manière à laquelle il regarde sa vie, regarde la vie en général. Et c'est une vie sacrément intéressante. C'est ça qui sera intéressant, c'est de faire de la philosophie avec lui, et on ne parlera pas que de sport. Bien sûr qu'il y aura des podcasts où on parlera de sport. Je vais partir sur une tangente complètement différente vu qu'on est là-dessus. C'est quelque chose dont j'ai jamais parlé beaucoup à Dao, mais qui m'intéresse parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous n'avez pas le visuel, Dao est d'origine vietnamienne. On va il sourit déjà. Dao est d'origine vietnamienne, alors vous trouverez difficilement plus franchouillard que Dao, d'accord. Dao vit à Toulouse, un vrai homme du Sud-Ouest, mais je me suis toujours posé la question, vu qu'on parle de philosophie, de posture de vie, Dao est donc j'ai dit, est vraiment, et ma famille est en partie originaire de là-bas, donc mes parents y habitent la moitié de l'année, donc c'est une région que je connais bien. Donc je peux, en toute connaissance de cause, dire que Dao est un homme du Sud-Ouest. Comment est-ce que, surtout tu as grandi dans une époque qui était un peu pré-mondialisée, comment tu vis le fait d'être un homme du Sud-Ouest dans un corps d'homme du Sud-Est asiatique? Est-ce qu'il y a, et tu as donc toi, Dario, tu es marié avec quelqu'un qui est donc pas du tout originaire d'Asie. Donc tes enfants sont on va dire, alors on dirait aux États-Unis multiraciaux, on va dire, ils sont clairement, ils ont l'air d'être à moitié vietnamiens. Comment tu vis? Alors ça englobe plein de choses, je pense que tu devines déjà les questions, mais est-ce que tu as été confronté à certaines, est-ce que il y a eu des conflits
t'as été mis face à des conflits d'identité? Est-ce que ça n'a jamais été le cas? Est-ce que est-ce que tu as été exposé à des préjugés ou des moments où tu t'es dit que… Enfin, comment tu l'as vécu? C'est quelque chose qui m'intéresse. Bah, je suis 100% français. 100%. C'est pour ça que je pose la question, parce que souvent on parle de personnes, excuse-moi, je t'ai interrompu une dernière fois, qui sont biculturelles, alors très très biculturelles, ou alors qui se sentent de deux cultures, alors que toi tu es, d'après ce que je vois, 100% franchouillard, 100% français, mais, ça n'empêche pas d'aimer les feux et les Bancoon, mais 100% français, mais on va dire, alors c'est peut-être pas politiquement correct, mais t'es pas d'apparence gauloise, on va dire. Mes parents m'ont toujours… Alors, je vais te poser le contexte. Mais on était des familles plutôt aisées à côté de mes parents. Et en 65, nos familles, parce qu'ils étaient au courant de certaines choses au Vietnam, ont envoyé ma mère et mon père en Europe pour faire leurs études. Ils ont fait leurs études en Suisse, parce qu'à l'époque, les relations diplomatiques entre le Vietnam et la France étaient compliquées suite à l'Indochine. Une fois là-bas, mes grands-parents ont prévenu mes parents qu'il ne fallait pas revenir au Vietnam parce que les choses étaient compliquées. Donc je suis né en Espagne et je suis arrivé en France assez rapidement. Donc, un vrai homme du Sud-Ouest, en plus voilà. Il est né en Espagne. Ça pose le contexte. Mes parents m'ont toujours parlé français, même si je comprends le vietnamien, je parle assez peu le vietnamien. Ça c'est déjà un premier signe. On peut se poser la question de la relation de mes parents vis-à-vis du Vietnam. Ce sera un autre sujet, mais je pense typiquement piloté par mon père, il a toujours fait un déni, je pense, de la communauté vietnamienne de manière générale, et puis de plein de choses. Ce qui fait que très rapidement, j'étais habitué à penser, à parler en français. Donc, déjà, d'un point de vue sémantique, il y a une formalisation de l'esprit qui est faite autour de la langue française. L'autre chose, c'est que de par ce déni que mes parents ont fait, j'avais très peu de contact avec la communauté vietnamienne, puisque généralement dans un pays étranger, les communautés essaient de se regrouper entre elles, notamment sur le Vietnam. Et nous, pas du tout. Moi, tous mes copains étaient plutôt français d'origine. Et le peu de contact que j'avais avec la communauté vietnamienne, c'était par le biais de mes cousins. D'accord. Et encore, je ne les vois pas très très souvent. Après, pour la question, est-ce que tu as souffert du racisme, on va dire ça? Non, parce que… Pas nécessairement du racisme, mais même du regard des gens, c'est-à-dire les gens qui te voient sans te parler. J'ai toujours pris ça comme une force, c'est-à-dire d'être voilà, différent. Ok, d'accord. Je pense que je suis la personne qui a tiré bénéfice complètement du fait d'être d'origine étrangère. Alors, maintenant qu'on se passe dans le théosophie, est-ce que tu aurais… quelque chose à, si on a quelqu'un qui écoute, qui est plus jeune, mais dans une situation un peu similaire, ou qui connaît des personnes dans des situations similaires, ou des auditeurs qui connaissent des personnes que tu sais, à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis de le vivre aussi bien et de façon aussi saine? On en a parlé, on sait bien, statistiquement, le pur racisme, c'est hyper rare. Mais c'est très intéressant de le dire, parce qu'on n'entend pas souvent ce discours. Et les gens qui vont dire des mauvaises choses en s'attaquant sur la différence de peau. Alors après, je suis conscient que étant vietnamien, ça peut être différent. Il y a une différence entre vietnamien, arabe, noir, etc. Mais moi, la protection que j'ai mis en place a été l'ignorance, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas du racisme, c'est l'ignorance. C'est que de l'ignorance, que du biais cognitif. C'est que les gens s'attaquent directement sur la couleur de la peau parce qu'ils ne peuvent se raccrocher qu'à ça, au moment où ils veulent rentrer en conflit avec toi. Et moi, je prends ça pour l'ignorance, et c'est pour ça que dans les 99% des cas, ça me passe vraiment au-dessus de la tête depuis toujours. Et je le dis sincèrement, en France, je n'ai jamais souffert du racisme. Est-ce qu'il y a eu un effort? Alors, tu viens de me un peu répondre à ça. Est-ce que tu serais capable, vu que toi, ça m'a l'air d'avoir été quelque chose d'assez naturel chez toi, cette posturosophy, tu vois, mais est-ce que tu serais capable maintenant, rapidement, de donner pour des personnes qui sont peut-être, comme on a dit, qui viennent peut-être de backgrounds qui sont un peu plus stigmatisés ou stigmatisés de façon négative, des outils qu'ils pourraient utiliser ou des façons de penser ou de se comporter qui pourraient les aider justement à faire face au fait d'avoir l'air différent alors qu'ils ne se sentent pas nécessairement différents?
philosophie. Non, mais le stoïcisme, voilà. Non, mais des outils simples, je veux dire, comment faire quand on est confronté à quelqu'un qui n'est pas nécessairement malveillant, mais qui a l'air d'être un peu ignorant, ou comment faire quand on est mis face à quelqu'un qui est potentiellement malveillant, enfin, Je pars du principe que les mêmes questions qui reviennent tout le temps, des choses comme ça. c'est pas évident à mettre en place, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ce qu'il dit ne lui appartient qu'à lui. Voilà, ça c'est très intéressant par exemple. Voilà, c'est le filtre qu'on peut poser sur les choses. Je t'attendais pas à ce qu'on aille là, hein. Vas-y. De toute façon, on a dit que c'était en live. Ouais. Et voilà, c'est un principe simple. Tu sais, c'est comme en jiu-jitsu ou en luta. Principe simple. Prendre les choses simples. D'accord. Les choses sont finalement assez simples. Comme disait toujours le même, sorti du fait qu'on ait un toit et qu'on n'a pas froid et qu'on mange bien, les choses sont très simples. Voilà, un type très simple, c'est ce que dit une personne en face de vous, quelle que soit la nature à laquelle elle va teindre, elle va colorer la communication, ça ne lui appartient qu'à lui. C'est lui qui formalise son propre monde et va le modéliser et va projeter sur vous. Le mirroring, c'est la projection, c'est que de la projection. Donc pour moi, à l'époque, lorsque j'étais certainement confronté à quelqu'un qui allait se moquer, surtout quand étant jeune, à se moquer de moi parce que j'étais asiatique, je regarde la personne, je dis, c'est sa manière à lui de voir le monde. C'est-à-dire que s'il dit une bêtise, à ce moment-là, sa vision, elle est teintée d'une forme de bêtise, qu'elle soit justifiée ou non. Ça s'arrête à ça. Et après, on passe à autre chose. Après, il y a des mécanismes, les ruptures de pattern, tous ces trucs-là. Donc, on next derrière, quoi. Voilà, ça permet d'aller assez vite et je pense que ça marche assez bien. Hein. Moi, en tout cas, ça m'a l'air d'avoir super marché avec toi. Mais, je suis hyper intégré dans. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah non, mais bien sûr, là, il n'y a un pas. Un prénom de consonance vietnamienne. Je suis physiquement vietnamien. Ah non, mais j'ai jamais vu. Je me sens hyper intégré. J'ai pas besoin de formaliser les choses. La plupart du temps, voilà, je me promène habillé de manière assez décontractée. J'ai jamais pensé à Dao. Alors moi, je vous dis, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur, j'ai grandi un peu à l'étranger, etc. Mais quand je pense à Dao, je pense à un Toulousain qui a les yeux bridés, mais je pense à un Toulousain. Je pense pas à Dao comme je pense à d'autres. J'ai un très bon ami qui est franco-hongkongais, mais très hongkongais. À lui, je pense à lui un peu différent, mais Dao, je ne vois pas autre chose que des magrets de canard. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une question que je me posais. Encore un petit accent, mais c'est une question que je me posais parce que on évolue. Alors, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, Dao et moi, donc on savait plusieurs fois qu'on parle du sport qu'on pratique. Ce sont des sports de combat qu'on appellerait full contact en anglais, c'est-à-dire d'opposition, d'accord ? C'est pas vraiment de combat où il y a une opposition réelle et à 100%. Donc c'est pas cette image des arts martiaux un peu éthérée qu'on fait dans le vide en sachant pas trop si ça marche. Hein. La punition, elle est immédiate. Le succès aussi est très gratifiant. Mais donc, est le milieu de ce sport de combat le milieu de ce sport de combat en France, c'est un milieu qui est quand même. Ce sont des sports qui attirent énormément une population, on va dire, de seconde ou première, seconde, troisième génération d'immigrés, principalement, on va dire, il y a beaucoup de Nord-Africains, beaucoup d'Arabo-musulmans, beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne qui pratiquent ce qu'on fait, enfin d'origine d'Afrique subsaharienne, qui sont souvent français, mais qui donc ont ce bagage culturel un peu différent et qui, on sait, en ce moment souffrent d'une certaine stigmatisation, discrimination, il y a une certaine crise sociale. Et donc, je sais que c'est beaucoup de ces personnes-là, il y a potentiellement pas mal de ces personnes-là qui peuvent être exposées à ce podcast-là ou des personnes qui vont connaître des personnes dans cette situation-là. Et donc, je trouvais ça intéressant de soulever ce problème. Surtout que tu es quelqu'un qui est dans ce sport une référence, que tu le veuilles ou non, tu es là depuis très longtemps, tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et de lutte livrée. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, penchez-vous dessus et vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, en tout cas qui est accessible à tout le monde, on va dire, mais pas quelque chose que tout le monde réussit à faire, surtout qui est un des pionniers, que beaucoup de gens regardent avec une certaine admiration et avec un certain respect. Donc t'entendre dire ce genre de choses, ça a un poids particulier, je pense, et c'est pour ça que j'ai soulevé ce problème-là.
Voilà. Merci, Eric. On va conclure là ce deuxième podcast. Je te remercie infiniment. Je te remercie aussi. Je trouve que là, le ton est super intéressant. Il évolue déjà. Oui, bien sûr. C'est encore expérimental. Ça me plaît bien. Si vous avez des feedbacks à donner, je ne sais pas s'il y aura des commentaires ou quelque chose. Ouais, pour l'instant, il n'est pas complètement formalisé. Mais si vous avez du feedback, ce serait très intéressant, d'accord. Si vous nous connaissez et que vous écoutez le podcast aussi, parce que je pense que en ce moment, on va surtout toucher des personnes qu'on connaît. Oui, voilà. Ce serait très intéressant. Ou si vous connaissez des personnes en commun qui vous avez été recommandées, on est ouvert à toute forme de feedback. En tout cas, moi, donc si vous trouvez que s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, soyez ouverts, des invités que vous voulez recommander, des recommandations sur même technique, de tout. Moi, je pense que ce serait super. C'est participatif, c'est vraiment une agora. Bon, allez. Allez, on va déjeuner. Allez, salut. Bisous.